Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur des Vrais Penseurs. Bienvenue à cette entrevue très spéciale aujourd'hui avec une dame qui est de tous les combats sur le vieux continent, en l'occurrence la France. Sans plus tarder, je vous présente Virginie de Araujo Requia. Ça sent l'espagnol à plein nez. Bonjour Virginie. Bonjour Daniel, bonjour à tous les spectateurs. Merci de m'accueillir à nouveau sur votre chaîne. Ça va bien? Oui, et vous-même? Ça va bien, merci. Tu peux y aller avec le dessus, il n'y a pas de problème. On peut y aller. Merci beaucoup pour cette invitation. Le plaisir est pour moi. C'est un grand honneur. Est-ce que j'étais correct avec les racines espagnoles, c'est ça? Moi, je suis moitié française, moitié portugaise, et c'est bien un nom, on va dire, espagnol et portugais. La racine, c'est vraiment de Galice, en fait. C'est un village de Galice. Donc, c'est en Espagne et je suis originaire aussi du nord du Portugal. Donc, oui, c'est une famille que l'on retrouve en Espagne et au Portugal. Tout a commencé au Portugal, OK, comme mon voyage de noces. Voilà. On s'est peut-être croisés, mais tu étais peut-être dans un carrosse ou je ne sais pas trop. Virginie, tu es avocate. Tu opères un cabinet, Maître de Araujo Requia, DAR, depuis 2014. En 2006, prestation de serment à la profession d'avocat devant la Cour d'appel de Versailles. Oui. Et le temps passe. 2005, certificat d'aptitude à la profession. 2002, DESS, droit commercial international. Donc, tu faisais du commercial. J'ai vu avocate fiscaliste. Ça se peut? J'ai une expérience en gros cabinet anglo-saxon. Donc, j'ai commencé en fait à travailler. Bon, j'ai fait en fait, j'ai démarré aux Nations Unies. Puis je suis entrée en cabinet d'affaires. Le premier, c'était Clifford Chance, un des Magic Circle en fait de Londres, où j'ai été formée. Vraiment très bien formés. Ils sont très rigoureux, et j'ai apprécié en fait mon passage chez Clifford. Puis après, Ernst Young. Ernst Young, c'est un très gros cabinet d'audit et de fiscalistes. Donc j'ai fait beaucoup de différents. J'ai travaillé dans différents domaines en fait du droit des affaires, mais également droit des sports. Ils ont des départements très différents, et donc j'ai pu me former comme ça. Et c'est chez Ernst Young que j'étais plutôt fiscaliste. Après, j'ai un des Big Four, hein, je pense. On les appelle un des Big Four, je pense. Oui. Clifford, c'est Magic Circle, et Ernst Young, c'est un des Big Four. Donc, ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un des géants cabinets comptables, donc qui font partie de la grosse gang, si on veut. Ah oui, c'était pas trop compatible avec ma personnalité. Ils n'ont fait que passer. donc j'ai fait mon travail. Tu as quand même fait 3 ans, là. Oui. Mais j'ai travaillé pour beaucoup de groupes pétroliers, Technip, Shell, Total, voilà. Et en fait, je m'appelais l'oiseau mazouté au sein du cabinet. Véridique. Et je me disais, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. En 2001, tu as fini ta maîtrise en droit européen et droit international à l'Université de Paris. Oui, parce qu'en fait, comme je le disais, c'est pas comme ça. Comme je le disais, j'ai commencé aux Nations Unies. Je voulais travailler à la rédaction des conventions internationales, et notamment les conventions internationales des droits de l'enfant. Et malheureusement, lors de mon expérience, je me suis déjà rendu compte à l'époque qu'il y avait des choses qui n'allaient pas sur tout ce qui était
ce qu'on connaît aujourd'hui en réalité. Et c'est pourquoi j'ai bifurqué après en cabinet d'avocat, où je me suis dit finalement, eux, ils aiment ce qu'ils font. Donc, je vais me former et je vais passer outre ma désillusion. C'était pas juste intuitif, là. C'était. Tu as vu des trucs, tu as constaté des choses. Ben oui, entre l'image et puis ce qu'on constate vraiment, quoi, que, enfin, ma responsable était très bien, voilà, c'est comme ça que j'ai pu commencer à maîtriser, enfin, tout ce qui était la documentation juridique, voilà, de l'ONU et de ces agences, mais néanmoins, on constate qu'entre l'idéal ce qu'on s'imagine, voilà, de ce que ces structures apportent au monde et puis ce qu'il en est en réalité, ben, on déchante beaucoup, quoi. Donc, J'ai vu le film, oui, c'est ça. Là, on a déchanté, oui, depuis quelques années, on a déchanté à la vitesse grand V même. voilà, et puis donc après j'ai intégré un petit cabinet qui faisait plutôt au niveau, enfin qui travaillait plutôt au niveau européen, et c'était droit des affaires, droit de l'art, puisque moi j'aime beaucoup l'art. Bon, voilà, c'est aussi ma formation, mais qui remonte maintenant, mais de base. Et donc je me retrouvais un petit peu parce que je me disais je suis trop loin de mon idéal maintenant, mais je vais me rapprocher de ce que j'aime. Donc c'est comme ça que je suis entrée dans ce petit cabinet. Puis après j'ai fondé le mien. Voilà, j'ai continué jusqu'en 2020, où là je me suis dit, oh là, comme tout le monde, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Je vais ressortir eh bien, ce que j'ai appris en formation, lors de ma formation d'origine, le droit international, le droit européen, et puis voir ce qu'il en est de l'application des principes fondamentaux, des libertés publiques, puisque c'était ma formation à l'origine. Donc oui, j'ai une expérience en droit fiscal. Elle est souvent mise en avant, mais ce n'est pas le cœur en fait de ma formation. Et c'est pour ça que, pour moi, c'était finalement assez facile de me pencher sur les questionnements qu'on a aujourd'hui, parce que cette formation, lors de mes expériences en gros cabinet d'affaires, ça m'a permis d'avoir une vue assez transversale des questions, entre la formation, le début aux Nations Unies et l'expérience en gros cabinet. Ça permet de pouvoir croiser les informations, comme je dis, de relier les points souvent. Et voilà. Et quand la crise a commencé, en particulier en 2020, eh bien, je suis allée faire mes recherches comme beaucoup de monde. Voilà, et en 2021, en février 2021, j'ai introduit une action contre les confinements forcés pour 1365 personnes. Et bien entendu, là, j'ai commencé à rencontrer des difficultés devant Des embûches, oui. Oui, voilà, de toutes sortes d'embûches, rien que sur les dépôts des dossiers, ça a été extrêmement compliqué. Puis après, ce qui est opposé dans les tribunaux et cours d'appel, c'est que c'est pas que du droit. Là, la problématique, c'est que, enfin, les magistrats, les procureurs sont aussi, enfin, sont des humains, quoi. Donc la peur, la manipulation a eu aussi des effets sur eux. Donc, quand on a commencé à introduire des actions, même des actions de cette envergure qui devraient quand même faire comprendre qu'il y a un problème. Quand il y a 1365 personnes qui se joignent à une action contre des confinements parce que leurs droits, leur liberté individuelle, et que c'est complètement anormal qu'on ait introduit dans un système dit démocratique une telle mesure, eh bien, il faut... Mais non, alors là, dès ce dossier-là, j'avais déjà introduit toutes les questions de manipulation mentale grâce à tous les experts qui ont pu s'exprimer. Bien sûr, moi, je n'invente jamais rien. Les écritures sont toujours basées
les interventions des différents professionnels qui ont pu s'exprimer durant la crise. Il était déjà question des quinzaines d'études scientifiques qui démontraient que les masques ne servaient à rien, en l'occurrence là, et puis ces débuts aussi de mise en place d'injections, voilà. Donc, donc tu avais une diversité d'items dans le menu pour tirer de partout. Et ça a commencé, comme tu disais, les confinements, les masques et tout ça, il y avait de la matière là. Mais je veux juste avant d'aller plus loin, là, parce que on va continuer d'approfondir tout ton cheminement. Puis après ça, on parlera aussi un peu de Rainer Fullmich et de ce qui se passe aussi en France au point de vue de Macron et de sa programmation militaire et tout ça. Mais je veux juste savoir, avant d'oublier ma question, toi, est-ce qu'à partir de 2020, tu as continué à faire tes causes traditionnelles que tu faisais à ton bureau ou ta pratique a changé d'un bout à l'autre? Et puis tu t'es mis à être bénévole à temps plein ou tu as réussi à amalgamer les deux? Je veux juste savoir un peu comment ça s'est passé. On va dire que... quel type de droit? Mais en fait, on en a parlé, là, mais dans la vraie vie, c'était quoi? C'était commercial? C'était du droit des affaires, beaucoup? Le droit des affaires, droit fiscal, droit de l'art, beaucoup, le droit de gestion du patrimoine. Tu as dû avoir des clients qui se sont souvent courants, comme moi, la même chose, mais moi, c'était au niveau comptabilité finance. Oui. On a eu un parcours similaire avec des grandes corporations, démarrage de son cabinet, mais je ne suis pas là pour parler de moi. Mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la cause a vite pris le pas en fait, sur mes dossiers. Donc, ça signifie refuser de nouveaux dossiers. Ça signifie faire beaucoup de pro bono. Parce que c'est vrai qu'avant l'action contre les confinements forcés, j'avais fait un rapport dictature 2020, qui n'a pas été commandé, hein, mais que j'ai fait suite je souhaitais mettre à profit mon travail de recherche, en fait. Je l'ai mis à disposition de tous, en accès libre. Et c'est vrai que la cause a pris beaucoup de place, m'a pris beaucoup de temps, et que c'est devenu ma priorité. En 2020, tu as écrit un rapport Dictature de 2020. Mais toi, avant d'être Virginie, femme publique, avocate, tu es un individu et fin février, début mars, toi, en tant qu'individu, de citoyenne, tes lumières ont allumé vite ou vite, vite, vite? Comment ça s'est passé? Oui, c'était avril pour ma part. Okay. Au mois d'avril, j'ai commencé à avoir des choses qui me semblaient contradictoires. Et du type, les enfants en bas âge peuvent retourner à l'école parce que, comme ça, les parents peuvent retourner travailler, mais les enfants plus grands, eux, vont rester confinés. Et je me disais, mais si c'est un virus mortel, pourquoi est-ce que certains peuvent sortir, pas d'autres? Après, il y a eu quelque chose qui m'a beaucoup alertée, c'est l'utilisation du Rivotril en EHPAD pour les personnes âgées, le midazolam, hein, comme pour d'autres pays. Et là, c'est pareil, je suis allée alerter la présidente du Conseil national du barreau français en disant qu'il s'agit d'euthanasie, puisque le Vidal, que l'on ne retrouve plus, qui a été modifié en France, je suis allée chercher justement au Canada la feuille du Vidal sur Internet. J'ai pu retrouver des informations concernant l'utilisation de ce produit quand on a des problèmes justement respiratoires. C'était une contre-indication. Et j'ai vu aussi, je crois que c'est le président de l'Ordre des médecins corses qui avait sonné l'alerte également sur l'utilisation de ce produit-là. Et toutes ces choses-là ont commencé à vraiment me poser problème. Et donc, j'ai commencé à alerter sur LinkedIn.
m'a OK, complètement c'est pas la censurée. place, ouais, c'est pas la place, tu pas dû faire long feu là? Non, mais en fait, j'appelais un petit peu mon frère sur ce réseau-là, en fait. Je pensais pas qu'en fait, ça appartenait à Bill Gates. Bon, j'avais pas encore vu le rapport. Oui. Et donc, j'alertais, je disais, parce que j'étais derrière certains de mes confrères qui avaient commencé à prendre les choses, voilà, en faisant des associations, des actions et tout. Puis je relayais, voilà, et c'était en mode urgence, alors qu'effectivement, voilà, c'est justement cet état d'urgence qui ne correspondait pas aux critères déterminés juridiquement. Donc, après, il y a eu aussi quelque chose de très important pour moi, c'est l'annonce de Reiner avec la problématique des tests RT-PCR. Et là, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui est manipulé. On manipule l'opinion. Quand j'ai commencé à sentir que il y avait voilà ce phénomène de peur, de manipulation mentale, d'égrener les morts à la télé. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on regarde les critères et que certains disaient déjà non, ça n'est pas proportionné, cette maladie n'est pas ce que l'on dit, etc. Enfin bon, je sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui disent que c'est pas forcément un virus, etc. Je rentre pas là-dedans, moi je suis pas compétente pour savoir si c'est virus, si c'est bactérie, si c'est parasite, bon, puisqu'il y a des antiparasitaires qui fonctionnent. Bon, et puis certains ont également dit que ce n'est pas une maladie nouvelle, certains médecins, parce que il ne s'agit pas de comment dire, de symptômes nouveaux. Voilà, donc il y a bon ça, voilà, je rentre pas, mais en tout cas j'ai vu en avril 2020 exactement. Je me suis dit non, c'est pas possible, il y a un problème, des choses ne collent pas. Voilà. Et là, tu as été aspiré comme un aimant là-dedans? Oui. À plein, là. Je t'imagine le soir à l'ordi qui se couche pas, là, ou tu sais, qui fait du temps supplémentaire soir Bah, après soir après soir. oui, tout à fait. Et puis il y a ce qui m'inquiétait beaucoup, c'était la manipulation mentale. Les techniques de manipulation, quand les psychologues alertaient, les psychologues, les psychiatres, en psychopathologie. Quand je lisais ça, je me disais qu'on allait maltraiter la population. Tu as dû Euh, découvrir Ariane Béléran à ce moment-là, j'imagine? Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est là qu'en fait, pour moi, ça avait beaucoup d'importance parce que quand on commence à manipuler le mental, les gens font n'importe quoi et tout ce qu'on leur dit, en fait. Et ça m'a beaucoup inquiétée, d'autant plus qu'on s'est mis à bâillonner les enfants pendant 7 heures à l'école, qu'on les mettait dans les cerceaux, qu'on leur donnait des jetons pour avoir le droit d'aller respirer. Et je me suis dit qu'en fait, la société devenait complètement folle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me pose beaucoup de problèmes, de me rendre compte de la manipulation, comme Est-ce ça. que tu as été surpris que de la vulnérabilité de la race humaine, à quel point on peut être faible en grande majorité? Est-ce que je peux m'exprimer comme ça? Oui, 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 ce qui est très effrayant et on découvre la dangerosité, c'est de l'étude, en fait, justement, ce que ces personnes ont pu étudier pendant des années pour savoir exactement quoi utiliser pour désactiver le libre arbitre chez les gens, en fait. Puisque, bon, on sait, ces opérations paperclip avec les médecins qui ont pu être voilà, rapatriés aux États-Unis pour faire des expériences, les opérations MK Ultra, toutes ces choses qui causent des dissociations chez les personnes. Heu, tout ça, en fait, on se dit: bien, en fait, ils ont eu des années de De préparation? préparation. Ils savent exactement sur quoi appuyer pour que les gens soient sidérés et qu'ils ne réagissent plus. Et quand on en vient à même plus défendre ses propres enfants,
eh bien, en fait, on se dit... On s'éloigne du droit, mais on va faire du pouce, comme on dit en québécois, là-dessus, parce que veux pas que tu as développé une expertise là-dessus, puis justement, le fait que tu as côtoyé Ariane, ça doit aider. Parce que moi, ce que j'ai compris et que j'ai lu encore ces derniers jours, dans un climat de peur, quelqu'un qui a peur, je pense que ça ralentit le flux sanguin et ça paralyse carrément le cerveau, là. C'est une arme. Est-ce que c'est le bon mot, une arme ou un outil? En tout cas, c'est excessivement efficace de créer un climat de peur. C'est comme la règle de base. Est-ce que je me trompe? Exactement. Alors, c'est sûr que Ariane saura beaucoup mieux expliquer ça que moi. J'ai aussi vu quelque chose d'assez extraordinaire, en fait, chez saint Thomas d'Aquin, qui explique, en fait, le développement de l'âme. Et c'est tellement clair quand il explique. L'âme a une première étape de développement qui est l'âme végétative. C'est celle qui souhaite uniquement subvenir à ses besoins, voilà, manger, enfin toutes ces choses très basiques. Il y a l'âme émotionnelle, c'est celle on peut la tristesse, la peur, le stress. Puis il y a l'âme intellective, c'est celle qui arrive à réfléchir et à faire travailler son libre arbitre, qui est libre en fait. Et au-dessus, il y a l'âme pure. Bon, voilà, et en fait, on se dit, mais c'est tellement ancien et au final, ça s'applique encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils veulent vraiment faire en sorte qu'on régresse et qu'on passe de ce libre arbitre, cette réflexion qui permet de savoir quel chemin prendre pour être sur l'émotionnel et même le végétatif. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de se demander aujourd'hui, justement, parce qu'en plus, ils travaillent sur tous les plans, c'est-à-dire, on nous fait peur, il va y avoir des famines, on va plus avoir d'énergie, on va plus pouvoir se chauffer, on va plus pouvoir se laver, parce que tout devient extrêmement cher. Et en fait, du coup, on l'individu sur le stade premier de l'âme végétative. Donc, c'est comme ça que saint Thomas d'Aquin le décrivait, mais au final, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va voir uniquement quels sont nos besoins primaires. Et puis, il y a aussi, on a déjà parlé, hein, ces cours qu'il y a dans les écoles, ça va avec. Hein, ça permet de rester cantonné à nos besoins primaires et de ne plus regarder ce qui se passe. Et comme ça, on est endoctriné beaucoup plus facilement. Et c'est ça qu'on constate, en fait. Les gens sont soit sur la phase végétative, soit émotionnelle. Ils ont beaucoup de mal à aller plus loin parce qu'il n'y a pas de perspective. On nous a bourré la tête d'études scientifiques dans tous les sens pour bien embrouiller les gens, qui ne sachent plus à qui se fier. Et finalement, se dire, je vais écouter l'autorité parce que c'est quand même eux qui ont raison au final. Pourquoi nous voudraient-ils du mal? Et en fait, avec ça, on arrive à faire beaucoup de choses. Parce que le besoin de se soumettre à l'autorité est présent chez la majorité des gens. Right? Oui, et aussi, tout à fait. Et puis aussi la peur de ne pas être, de perdre sa place en société. C'est un peu, ouais, c'est un peu comme quand on est enfant, on ne veut pas aller dans notre chambre, on ne veut pas être puni. Ben, c'est un petit peu le parallèle, si je peux me permettre. Oui, c'est ça. Puis là, il y a une emprise complètement, ce que dit Ariane, emprise totalitaire complète sur les corps et sur les esprits, quoi. Donc, mais là, je veux aller. Là, tu as été convoqué, toi. oui. On pourrait parler des heures et des heures, là, comme on disait tantôt avant de commencer officiellement. Mais tu as été convoqué au comité Corona de Rainer Fulmich. Oui. Alors, sous quel chapeau, je n'ai pas écouté récemment, là, j'ai suivi ça quand même pas mal, cette commission-là. Alors, sous quel chapeau, comment ça s'est fait? Tu étais experte, quel était le contexte que tu t'es retrouvé là à témoigner? Tu étais, Rainer, je pense qu'il a interviewé, je pense, une centaine de témoins experts de tout acabit, et tu fais partie de ceux-là. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé, là, du début.
En fait, à partir du moment où j'ai rédigé le rapport, en fait, en 2020, j'ai été introduite, en fait, dans le groupe, de juristes internationaux, en fait. On avait des échanges, régulièrement avec des réunions, pour voir, et parler, de nos conclusions, et voir, en fait, les croiser et voir ce que les uns et les autres avaient pu comprendre et quelles étaient leurs déductions. Et, et au fur et à mesure, en fait, des travaux et de nos avancées, j'ai d'abord été interviewée par le Corona Committee, par Rainer et Viviane. Et je sais plus, c'était, je crois que je suis passée une vingtaine de minutes peut-être, mais ce qui ne se voyait pas, c'est qu'on avait des réunions régulières, en fait, pour pouvoir échanger entre juristes, des professionnels de santé, enfin, de toutes sortes de professionnels, comme Rainer et Viviane ont pu en interroger beaucoup, beaucoup. Et puis, arrivé un moment, on s'est dit, il va falloir faire un modèle de grand jury. Et ce que l'on a fondé ensemble, entre avocats internationaux, avec qui on pouvait travailler. Et puis, bien, on a rendu ça public en demandant les témoignages de professionnels du monde entier et aussi de victimes. On a Parce que rendu si nos conclusions. ouais, excuse-moi. Parce que si on veut comprendre, Rainer, je pense qu'il y avait comme le choix là, de quelle direction on va prendre. Et puis, j'ai suivi ça tant bien que mal. Moi, je ne suis pas un juriste. Et puis, il a décidé d'y aller avec un grand jury qui n'a pas vraiment de valeur légale, mais je pense que c'est parce qu'il n'y a aucun procureur sur la planète qui voulait prendre la cause. Est-ce que je résume bien ça? Ben, en fait, c'est né du constat de nous tous, hein, que bien les affaires n'avançaient pas assez vite par rapport à l'urgence. L'urgence de prévenir la population à l'international, quand même, pour éviter qu'il y ait plus de victimes. Et les actions que l'on a entamées dans différents pays n'ont mené à rien. Ça a été rejeté, ça n'a pas été entendu. Pourtant, on l'a fait avec grand sérieux. Et aujourd'hui, Vous pouvez en parler, là. Tu peux en parler, là. Quel pays, par exemple, que vous avez essayé ou en fait, on a même fait des actions conjointes auprès du tribunal de l'Union européenne contre les produits. Je ne sais pas si on peut le dire là, mais voilà, ouais, les produits qui faisaient partie de la crise, oui. Voilà, pour les professionnels de santé, pour les enfants, ce sont toujours on va dire des astuces de procédure pour nous rejeter les dossiers, circuler, il n'y a rien à voir. Pour les confinements forcés, j'ai lutté en appel. Et quand on voit ce qui nous est opposé, eh bien, on se dit non, ça passera jamais. En Allemagne, on a quand même un juge qui a donner raison à ceux qui contestaient l'utilisation du masque pour les enfants. Eh bien, ce juge a été perquisitionné, les témoins ont été perquisitionnés, il a dû partir, plus sanctionné. Donc, en fait, Les juges, il n'est plus question d'indépendance quand on parle de juges. C'est de ça voilà, qu'on parle. c'est ça. Là, au Canada, il y avait une action aussi avec les peuples premiers. Ça a été rejeté. On nous prend pour des fous, en fait. On nous prend pour des fous. Et puis surtout, je vois, par exemple, moi, c'est ce que j'ai plaidé dernièrement. Enfin, le parquet n'est pas indépendant du garde des Sceaux en France. Donc, quand on porte des actions à l'encontre de membres du gouvernement, bien entendu que le procureur ne va pas se mettre de notre côté. Donc, il y a des problèmes de séparation et d'indépendance, certes, c'est une certitude en fait. Et après, on a des blocages de la part des juges d'instruction. J'ai lancé je ne sais combien d'actions qui sont d'ailleurs présentées sur mon site internet. On a fait très nombreuses actions et d'autres confrères en ont fait d'autres auprès des tribunaux administratifs et du Conseil d'État. Il y a extrêmement peu d'actions qui ont eu
des résultats positifs, voire, enfin, c'est très extrêmement marginal. Aux D'ailleurs, États-Unis, quelques-unes, c'est là une bonne nouvelle de temps en temps. Un juge a oui, de décidé temps que en les temps. enfants n'ont pas besoin de porter le masque à l'école primaire ou Oui, des oui. trucs du genre, là. Oui, ou réintroduire des professionnels suspendus à New York, une consoeur qui a eu une belle victoire avec paiement des salaires, etc. Compensation, ouais. Mais oui, mais en fait, si on regarde aux européennes, il y a pas de résultat. C'est pas. Il faut qu'on comprenne aussi que les avocats présentent les dossiers, mais ce ne sont pas eux qui jugent. Ils font de leur mieux, mais si au niveau de la justice, on décide de rejeter les plaintes, de rendre des réquisitions qui vont à l'encontre de tout ce qu'on dit, même avec de la mauvaise foi, ben, on ne peut rien faire. Donc, Rainer a tout essayé, là, parce que je ne sais pas si de ça que tu parlais. Non, tu parlais tantôt au Canada avec les Autochtones ou je pense en Colombie-Britannique. Mais il y avait aussi, je pense, des Autochtones en Nouvelle-Zélande où ils parlaient d'une certaine autonomie. Je ne sais pas, est-ce que ça revirait à rien, ça aussi? Eh bien, on a essayé, oui, au niveau de la Nouvelle-Zélande et avec les Maoris, précisément. Ouais. Je crois qu'ils sont en cours en train de faire quelque chose, mais ce ne sera pas forcément avec Rainer. Et puis, Rainer continue avec nous, malgré tout. Ça fait depuis le 11 octobre 2023 qu'il est enfermé en prison de haute sécurité. C'est ça que je vais en parler avec toi, là, parce que ça ne fonctionne pas, ça. Là, parce Non, que, ça va pas du tout. C'est un nouveau cas. il s'est fait coincer au Mexique. Et puis lui, en fait, on va juste résumer, je veux ton avis là-dessus. En fait, le fait qu'il a parti son comité Corona, là, les donations ont rentré à plein, je crois. Et là, il s'est retrouvé avec un problème comme, OK, on fait quoi avec tout cet argent-là? Si j'ai bien compris là, de ce que j'ai lu, qu'à un moment donné, tu ne peux pas avoir 1 million, 1,5 million d'euros dans ton compte de banque comme ça. Là. Mais tu me corrigeras après. Et puis là, ben, ils ont acheté de l'or, ils ont tout écrit. OK, ben, on répartit ça de cette façon-là, puis on réglera ça après et tout ça. Et puis là, ça servirait contre lui parce que ses associés, entre guillemets, ben, il y a eu des distances qui se sont prises. Il y en a deux qui voulaient avoir leur part en cours de route. Après ça, Viviane s'est fâchée après Rainer, ben, elle a pris de part des deux autres. Et puis là, ben, c'est une toile de fond de chicane civile qui a pris une tournure comme s'il était un criminel. Bon, est-ce que tu peux me corriger ou corroborer ce que je dis? Non, c'est très juste. En fait, Rainer a été kidnappé à Tijuana, en fait, non pas à l'ambassade. On pourrait croire que c'est sur le sol allemand au Mexique, mais non, en fait, c'est à l'aéroport. Il a été kidnappé suite à des informations de deux de ses anciens associés. Il y a deux comités Corona, en fait. Un qui avait une première inscription et puis un deuxième où il y a juste Viviane et Rainer. Et en fait, c'est les deux associés qui étaient en fond, en fait, qui ne n'agissaient pas vraiment et qui ne travaillaient pas comme l'ont fait Viviane et Rainer de manière si assidue, eh bien, se sont mis à réclamer des fonds, en fait, alors qu'ils n'avaient aucune activité, mais des fonds, des donations pour leur intérêt privé, en Ils ont fait. été attirés par l'argent qui était rentré. Là. On va Oui, se le c'est dire. ça, Là. Oui. exactement. Bon, de toute façon, on sait ce qu'il en est, c'est toujours comme ça. Donc, Oui. en fait, comme en Allemagne, les procédures civiles, eh bien, ça a un coût élevé, eh bien, ils ont porté plainte au pénal pour récupérer les fonds. Et donc, en fait, ils sont allés dire que Rainer avait fait des détournements de fonds. Sauf que, eh bien, tout est écrit et que ce sont des prêts. Parce que, comme l'a bien démontré ma consoeur Katia Wormer, qui s'occupe, enfin, la principale conseil de Rainer, il y a eu plusieurs associations allemandes qui ont vu leur compte séquestré, enfin,
par les autorités allemandes. Et donc, en fait, Rainer et Viviane ont pris peur, entre guillemets, ils se sont dit, de toute façon, déjà dans le Corona Committee, on disait il faut faire des investissements, et notamment en or. Donc, ils donnaient les conseils aux autres, ils ont fait de même. C'était très Ils ont fait de transparent. leur mieux pour sécuriser le truc, là. Pour diversifier, en fait. Alors, nous, on peut penser que c'est un peu étrange parce que je pense qu'en France, on peut pas vraiment faire ça. Mais là, c'est en Allemagne, il y a d'autres règles, voilà, législatives. Et en fait, ils ont diversifié en fait leurs investissements en or, et c'était au nom du comité avec deux doubles signatures, etc., pour les besoins futurs, et des prêts qui pouvaient être remboursés parce qu'ils étaient totalement solvables. Mais ça, c'était juridiquement acté. D'ailleurs, dès que Viviane a commencé à parler, j'ai trouvé ça bizarre, et je pense malheureusement qu'il y a eu je pense qu'elle a été manipulée, soyons clairs. Par les deux autres, là. Oui. Ouais. Après coup, on a découvert, parce que moi, je me disais, mais d'où ça vient? Parce que, je sais pas, ils travaillaient tellement bien ensemble, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, on ne règle pas ce genre de problème en public. Non. Là, on est avocat, donc on sait très bien que s'il y a ce genre de problème, on intente une action, et on la règle, en fait, devant les tribunaux. Parce que toi, tu connais le dossier assez en détail, là. Oui, donc, mais ce qu'ils ont fait, c'est quoi concrètement ce qu'ils ont fait? C'est quoi? Ils ont acheté 1 million d'euros d'or? C'est quoi? Oui, comment ils ont réparti l'argent, là? Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, je ne me rappelle plus des chiffres précisément, mais en revanche, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont placés en or. Ils se sont dit, si jamais il y a un blocage des fonds du compte bancaire, moi j'ai eu 2 fois mes comptes bancaires bloqués et fermés, puisqu'on a le droit en France. Je sais que ça existe. Et donc, en fait, ils sont. On va en parler tantôt de tes, ce que tu as vécu, toi. Mais continuons. Mais c'est vrai que c'est important qu'on explique. Et ils ont fait des prêts, chacun se sont fait des prêts en se disant, le moment venu, et c'est en plus des prêts à court terme, des prêts à 1 an d'échéance. Ils ont sorti l'argent qu'il y avait de trop parce qu'ils ne voulaient pas se faire geler le compte de banque. Et bon, Oui. Viviane, donc le comité, c'est un genre de petite association à but non lucratif ou un. Voilà. En principe, ils ne doivent pas se financer. Pas une corporation privée à but lucratif. Voilà. Il y a néanmoins eu des paiements pour le cabinet de Rainer. Rainer s'est payé des honoraires. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est scandaleux? Est-ce que toi, ça te scandalise? C'est pas ces honoraires, c'est le fonctionnement. Parce que il n'y avait pas de bureau, il n'y avait rien, en fait. Et une association, c'est vrai qu'en principe, il y a des personnels qui sont rémunérés pour faire les travaux administratifs. En principe, voilà, ça, c'est une possibilité. Donc, et c'est vrai aussi que ce qui est mis en avant, c'est aussi le caractère disproportionné du travail de Rainer et Viviane, par rapport au fait que c'est complètement gracieux, en fait. Donc, c'est pas une rémunération qu'il a, c'est le fait de payer ses charges administratives du cabinet, parce que ça a pris en charge tout le travail du Corona Committee, les réponses, les mails et tout ça. C'est une organisation qui devait probablement changer pour qu'il y ait après du personnel. Mais ça, bon, après, c'est à eux de voir maintenant, comme tout a explosé, je ne sais pas trop ce qu'ils feront plus tard. On commence à douter de la suite, là, ouais. Voilà. Mais ce qui est apparu là dernièrement, c'est qu'effectivement, on avait 2 autres associés qui n'ont pratiquement rien fait. Viviane et Rainer disent qu'en gros, leur activité pour le Corona Committee, c'est 5%. Et encore jusqu'en 2021, donc c'est vraiment très court. Et ils ne peuvent pas aller demander de recevoir des centaines de milliers d'euros pour être rémunérés pour une activité qu'ils n'ont même pas réalisée. Et qui étaient-ils, ces 2 individus? Est-ce que c'était des proches de Rainer ou ce sont des opportunistes ou des gens qui se sont pointés en chemin comme ça?
Ben, enfin, c'est un des deux qui est particulièrement virulent, qui a accusé Rainer de l'avoir menacé, etc., et qui a l'air d'avoir le bras long et quand même un avocat qui exerce uniquement depuis 2019. Et c'est apparemment lui qui était au courant de l'endroit où se trouvaient Rainer et sa femme quand ils ont été arrêtés par 6 personnes à Tijuana à l'aéroport. Et on voit, il y a des extraits d'emails d'enquêteurs, etc., qui s'adressaient au procureur en disant on va l'attraper là, on va le coincer. Il y a pas d'accord d'extradition entre le Mexique et l'Allemagne. C'est vraiment un kidnapping qui a été organisé et avec les informations données par au moins ces 2 personnes-là. C'est très bizarre. Et puis en plus, on accuse Rainer de ne pas rendre l'argent, mais en réalité, il y a eu quelque chose de tout à fait anormal. C'était qu'il a vendu sa maison parce que c'était prévu. S'il fallait rendre les fonds, c'était en vendant sa maison. Il rendait la partie qui Il correspondait avait au... mis de l'argent sur sa maison, mais c'était tout écrit, ouais. Ouais, et en fait, ils lui ont empêché de recevoir les fonds de la maison pour pouvoir rembourser le prêt. Le notaire s'en est mêlé, là, c'est ça? Oui, ils ont aussi, il y a une sorte d'escroquerie parce que le notaire n'aurait jamais dû donner les fonds issus de la vente de la maison à un étranger, donc qui était lui-même en lien avec les 2 autres avocats. Le notaire a donné l'argent à qui? À un autre avocat. OK. N'est pas du tout une des parties à la vente du bien immobilier. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales en fait. Et puis sans compter que, lors des audiences là qui ont eu lieu, eh bien un des 2 avocats là qui a chargé beaucoup Rainer a eu des propos complètement incohérents en fait, très très incohérents et qui portent à croire qu'il y a collusion en fait avec le ministère public. Donc Ça sent ça à plein nez, là, on va voilà, s'entendre. donc voilà, prison de haute sécurité depuis le 11 octobre 2023, alors qu'en principe, c'est une action civile ou une médiation entre personnes pour régler la problématique. Et en plus, il a fait une demande de sortie et les magistrats n'ont pas rendu leur décision en temps et en heure, conformément au code applicable. L'avocat en charge du dossier a dû demander une récusation. Voilà, il y a un manque d'indépendance flagrant. Quand il a voulu changer d'avocat, on lui a dit non, vous restez avec celui-là. Donc, il n'a pas pu avoir accès aussi à son dossier. Il y a beaucoup d'anomalies et je pense qu'effectivement, c'est fait pour le faire taire parce que vu le personnage, ils savent très bien qu'il aurait été jusqu'au bout pour trouver des solutions et puis continuer d'informer. Et Là, ils se sont dit, on le tient, oui, oui, oui. on le relâche pas. Ça ressemble à ça, là. Oui, oui, puis ils ont trouvé cette excuse, en fait, des prêts qui étaient complètement validés par... Parce que toi, si tu prends une distance, admettons, Virginie, tu prends une distance face à ça parce que on va s'entendre, tu es impliqué un peu, pas émotivement, mais dans une certaine mesure. Mais si tu prends une distance, est-ce que quelque chose, quelque part dans ce dossier-là, pourrait justifier que ce type-là est emprisonné ou c'est vraiment pas un cas d'emprisonner quelqu'un? Ben non, parce qu'il y avait 18 chefs d'accusation. Oups, ça coupe. L'Internet a coupé, mesdames, messieurs. Il va peut-être falloir que Virginie se débranche et revienne. Allô? 1, 2, 1, 2? Donc, on était rendu à Rainer avec les 18 chefs d'accusation.
Donc, Virginie, je vais te sortir de là et tu pourras revenir. Donc, mesdames, messieurs, on est avec Virginie. Elle est de retour. OK, t'es revenue. Je m'en allais Oui, fermer puis rouvrir après, mais je pense que j'aurais ça a même pas besoin de coupé, faire mais un montage. Non, mais c'est correct, ça ça a m'arrive gelé, souvent. puis c'est des choses qui arrivent. Hein. On n'est pas des médias mainstream avec des équipes techniques. Donc, tu disais qu'on t'était rendu avec 18 chefs d'accusation pour un full mitch, c'est ça? Oui, oui, il y en avait 18 et 16 sont tombés, il en reste deux. Juste sur ce détournement de fonds. Alors déjà, ça démontre quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que lors de l'enquête, quand on fait tomber 16 sur 18 chefs d'accusation, déjà, c'est qu'il n'y a pas matière. Et puis après, détournement de fonds il est dans une prison de haute sécurité. Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire sortir quand même avec des garanties, je ne sais pas, bracelet Promesse, électronique, promesse de témoigner, etc. là? de rétention de passeport. Il n'est pas criminel de là de le mettre en prison de haute sécurité pendant plus de 4 mois. Donc il y a un problème. C'est qu'on veut vraiment pas qu'il continue son activité. Il n'y a pas d'autre raison. Et Eh, eh, en plus, quand ils sont allés le chercher, ils étaient en train de régler le différend avec les autres avocats. Donc, c'était en cours de discussion. Néanmoins, il y a donc eu une collusion probablement avec les services pour pouvoir aller le chercher. Donc, voilà, quand il y a autant de chefs d'accusation qui tombent, on est uniquement sur des prêts. C'est une question de prêts. C'est complètement disproportionné. Parce qu'aller chercher quelqu'un dans un autre pays comme ça, j'imagine, ça te prend quand même des accords. Tu sais, il faut que tu passes à l'aéroport, il faut que tu embarques dans l'avion, tu sais, il faut que, tu sais, il y ait un prisonnier. J'imagine que ça prend des autorisations quelque part pour dire, OK, le Mexique autorise et tout. Mais pour l'instant, on n'a pas vu de mandat, en fait, qui a permis ça. Et lui, rendre un full mitch individu, est-ce que tu es au courant s'il se porte bien, il est en dépression? Je l'ai vu l'autre jour, menottes au point, les cheveux longs, la chemise sortie. Il n'y avait pas l'image tout à fait de Rainer sûr de lui, bel homme, qu'on voyait à l'écran régulièrement. Eh bien, en fait, nous sommes conseil externe et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu la possibilité de l'avoir en Zoom parce que avec les accords, on peut, mais là, on n'a pas eu les accords. Du moins, c'est pas Zoom, là, c'est un autre service, bon, peu importe, en réunion à distance. Et on l'a néanmoins entendu parce que en réunion avec son avocate, il l'a appelé au même moment. Donc je peux vous dire qu'il est très révolté. Je peux te dire, pardon, qu'il est très révolté, qu'il a vraiment envie d'en découdre et que l'injustice est très très forte dans son cœur. Il la ressent très fortement et qu'il est très est Toi, est-ce que extrêmement. tu es scandalisé de ce que c'est la justice allemande, finalement, qui. Est-ce que tu es scandalisé d'avoir fait ça? Parce que, nonobstant la cause pour laquelle il travaille, euh, c'est quand les coups volent bas, là. On pourrait dire là, en québécois, ça joue rough. C'est parce qu'on sait bien la cause qu'il a épousée. Et puis, c'est comme. Il y a quelque chose là-dedans aussi. Est-ce qu'on veut qu'il serve d'exemple planétaire pour les autres? Est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi? Oui, 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 je pense que c'est aussi un rapport de force. Moi, je suis scandalisée par ce qui lui arrive. Et c'est un rapport de force, c'est aussi un symbole. C'est un symbole, c'est quelqu'un qui est vraiment très apprécié, très suivi, voilà, et qui porte une voix importante, qui donne beaucoup d'espoir aussi aux gens, parce que c'est pas quelqu'un qui se laisse, voilà, qui donner, c'est quelqu'un qui se bat jusqu'au bout, et ça se sent, c'est sincère.
Et donc, bien forcément, moi, je Oui, me lui, il disais... interviewe des gens pour faire la vérité. Tu sais, c'est comme des fois, on se fait dire ouais, mais c'est votre opinion. Non, non, c'est pas. Et toi-même, je lisais ce que tu. On va aller à ton histoire après, là, très bientôt. Mais il faut le mettre, il interviewe 150 experts différents pour se faire une opinion. Donc, il va avec des faits, là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'invention. C'est vraiment de très, très, très nombreux professionnels du monde entier qui ont été interviewés et qui ont donné leur version. C'est un gigantesque, en fait, tribunal. Et ça, c'est pour le système, c'est insupportable. Il faut le faire taire à tout prix. Et ça, je me doutais que ça lui arriverait à un moment. Je Est-ce qu'il savais. s'en C'est une doutait? appréhension. Il s'en Oui, doutait-il un peu, tu sais pas? Il en bah, a déjà parlé, je l'ai déjà entendu en parler, là, mais bah, il est comme nous, en fait, hein. Il sait, mais il continue. Donc, c'est ce qu'il a fait. Tôt ou tard, ça arriverait, mais, mais c'était plus fort que lui, en fait. Donc, là, il se bat pour sortir, mais je sais qu'est-ce qu'on pas. peut faire, monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, là? C'est sûr que, bon, on peut en parler publiquement comme on fait là, mais qu'est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut faire? Y a-t-il une adresse? On écrit-tu au procureur Oui, général d'Allemagne? Y a-t-il une adresse à donner? On va la mettre à l'écran, je ne sais pas. oui, il y a déjà son adresse à Rosdorf, c'est la prison, en fait, que je pourrais te donner pour transmettre, parce que c'est très important aussi de le soutenir. Et il a cette adresse où on peut lui écrire, bien sûr, tout est lu, hein, voilà, tout est lu, mais là, c'est surtout une question de soutien. Et puis, effectivement, moi, on a fait une lettre publique que je pourrais te donner aussi, pour que les gens puissent lire les détails de l'affaire, que l'on a Oui. synthétisée, après revue avec son avocate principale. Et puis, bah oui, on peut tout à fait écrire aussi au procureur, pourquoi pas, mais surtout continuer à en parler, ne pas le laisser isolé comme ça et choir comme on voudrait. Hein, Non, non, mais quelqu'un il ne mérite pas ça parce que est- lui, il est debout pour la cause de l'humanité. Et puis, la dernière chose qu'il faut faire, c'est de, comme tu dis, c'est de l'oublier, de le laisser croupir en prison. C'est scandaleux. Moi, honnêtement, je pensais qu'il sortirait assez vite, là, tu sais, et puis, ben, je pensais. Non, ils ont J'aurais peut-être. rejeté. Ils ont fini par rejeter sa demande de sortie, Il en y a eu fait. des Hein. ordres d'en haut, là. Il y a eu des ordres d'en Oui, haut. Parce que là, juste avant de parler de ton dossier, parce que toi aussi, tu y as goûté, là. Euh, oui. Virginie, as-tu perdu totalement confiance à la justice maintenant, en 2024? Ou tu peux pas le dire, ou faire que tu patines? J'ai l'espoir que certains magistrats se rendent compte de la situation et finissent par rendre des décisions qui vont dans le sens de l'ordre public et de la protection de la population. Mais Mais ils vont perdre leur job. très peu d'espoir, en fait. Non, mais ils vont perdre leur job s'ils rendent des décisions pour la liberté des peuples. Ben, le problème, c'est qu'à la clé, il y a leur avancement, il y a leur classement, il y a des pressions. Puis soyons honnêtes, il y a les loges aussi derrière. Voilà. Oui, c'est ça, ça va loin, là. Oui, Mais, oui, 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 parce qu'en fait, il y a une mise en place qui est faite et il faut que ça, que ça marche, que ça fonctionne. Donc, il faut que rien ne soit remis en question. Et il faut pas donner gain de cause là. Voilà, faut rien faire dérailler. parce que toi, on a parlé tantôt de ton implication en 2020, après ça que tu as joint le comité Corona. Là, on vient de faire un survol de l'histoire du comité Corona et puis de la situation avec Rainer Fulmich. Mais toi, après ça, en France, les autorités t'ont fait comprendre que ton implication là,
était plus ou moins bienvenue, là, parce que je sais pas trop, je pense que c'était avocate pour un type. Ben, il traite tout le monde d'extrême droite, là. Tout le monde est des extrémistes de la droite. Et puis, je lisais tantôt, non, c'en est loufoque. Je tombais sur un article de la façon qu'il parle. Je vais lire un paragraphe. L'avocate faisait également partie du collectif Comité Corona, une initiative lancée par l'avocat allemand von Mitsch visant à traduire les personnes qui tirent les ficelles, comme Bill Gates, Fauci, Dr. Drosten, le BlackRock, Pfizer, devant un tribunal populaire. Selon Reineux, la pandémie n'existe pas. Elle est une machination visant à moculer une substance expérimentale nocive. Dans un message vidéo publié sur Internet, Virginie Diaraggio Recchia avait aussi appelé les officiers généraux, colonels, officiers à s'insurger contre les mesures sanitaires étant donné l'urgence de la situation, disant s'inquiéter de la dégradation de notre état de droit qui s'est aggravé et des droits fondamentaux mis à mal au nom d'un état d'urgence sanitaire qui n'en est pas un. Bon, ça c'est un peu n'importe quoi et puis on nous traite, en tout cas les gens sont, le mot complotiste est utilisé à répétition dans cet article-là. Et puis, et finalement, ben, est arrivé un jour où 12 gendarmes sont apparus chez vous, prêts à défoncer la porte, et puis tu as disparu de ton domicile pendant 60 heures. Peux-tu nous raconter ça? Là? C'est assez... j'avais des frissons quand je lisais ça. Là. Oui, tout à fait. En fait, j'avais fait les premières séances du grand jury avec toute l'équipe des avocats, puis professionnels. Et puis, je faisais également, je préparais une plainte pour dérive sectaire contre le parti du président, en fait, contre l'AREM. Et en fait, j'avais donc présenté le projet de plainte et on est venu me chercher. En fait. On est venu me chercher à 6h40 du matin devant mes enfants. Il y avait 12 personnes, dont des policiers de la DGSI cagoulés. Et en fait, oui, ils étaient prêts à défoncer la porte. Ils ont tout pris, tout le matériel informatique, les téléphones, ceux de mon mari également. Ils ont regardé toute la documentation chez nous, tous les documents personnels, les photos, tout a été passé au peigne fin. Et puis, on m'a emmenée, en fait. On m'a emmenée. J'ai été interrogée pendant une dizaine d'heures. Je faisais des allers-retours entre la prison de la DGSI et le tribunal judiciaire de Paris. On mettait le sac sur la tête entre les deux déplacements. Je pense que ça, c'était pour en fait désorienter et essayer de tirer de moi. Je ne pouvais pas leur dire puisque depuis le début de la crise, je ne fais que travailler en matière juridique. On m'a opposé on m'a accusé de complicité de terrorisme parce que j'avais travaillé pour un client. J'avais déposé le rapport Dictature 2020 devant le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour lui. On avait travaillé notamment sur des rapports parlementaires concernant la majorité sexuelle des enfants, plusieurs questionnements en fait sur la situation, comme j'aurais pu le faire pour tout autre client. Et puis ils ont mixé aussi le dossier d'une association de policiers, ce qui a choqué pas mal le vice-bâtonnier de Paris, qui leur a dit vous parlez de terrorisme, qui travaille avec des policiers, des militaires, des pompiers. C'est assez choquant, et puis c'est aussi très choquant. Il y avait une autre manière, vous auriez tout simplement pu la convoquer pour l'entendre. Il n'était pas nécessaire d'aller perquisitionner puis la garder 60 heures en garde à vue.
J'ai bien eu de la part du juge d'instruction tous les noms d'oiseaux, ce qui paraît complètement invraisemblable lors des audiences de vous êtes QAnon, complotiste, contre Attali, anti-vax, etc., avec une vision extrêmement, vraiment péjorative. Hein, c'est des termes péjoratifs, une vision très, très négative de ma personne sans chercher à comprendre en fait ce que je cherchais à faire, qui était, je lui ai dit, moi je fais des plaintes, hein, donc on est allé chercher cette vidéo que j'avais fait justement pour cette association de policiers, gendarmes, militaires et pompiers, qui avait été tronquée par je ne sais qui, mais qui a été portée à charge contre moi. Ils ont été chercher mon rapport, donc si vous voulez, lors des auditions, on m'a posé tout un tas de questions. Enfin. Oui, je les ai ici devant moi. Des questions du genre, êtes-vous patriote? Qu'est-ce que le terme complotiste? Que pensez-vous de la religion musulmane? Que pensez-vous de la religion juive? Que pensez-vous des antennes 5G? Que pensez-vous de la pédophilie? Que pensez-vous de la franc-maçonnerie? Pensez-vous que des ministres soient reliés au réseau pédophile? Que pensez-vous d'Emmanuel Macron? Quelles sont les mesures qui vous amènent à dire qu'il s'agit de crimes contre l'humanité? Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? Donc, il y a un individu qui t'a posé ces questions-là. Oui, et c'est là qu'on voit en fait que voilà, c'est quoi le rapport avec mon client par rapport à ce que j'ai fait pour lui. Parce que moi, j'étais complètement interloquée. Puis mes confrères qui m'assistaient étaient également, parce qu'ils leur ont dit, mais c'est un délit d'opinion en fait que vous êtes en train de créer là, parce que, enfin voilà, et en fait, moi, j'ai découvert au fur et à mesure des échanges, parce que même s'ils n'ont rien contre moi, bon, en état totalitaire, de toute façon, vu la paranoïa ambiante, bien sûr que si on veut, on pourra toujours me mettre tout sur le dos. On voit bien ce qui se passe pour Rainer, il faudra bien me trouver quelque chose. Mais on est quand même... j'ai fini par découvrir au fur et à mesure des autres l'action à laquelle j'étais censée participer était une action contre notamment des loges maçonniques. Et là, j'ai ri parce que j'ai dit, mais il n'y a pas un seul document dans mon ordinateur ou dans mon téléphone qui concerne la franc-maçonnerie. Je ne sais même pas de quoi. En as-tu parlé 5 minutes dans une vidéo des francs-maçons, peut-être? Non, même pas, parce que je connaissais rien. Ça, bon, du coup, maintenant, je m'y suis intéressée. Ça valait la peine. Et j'ai continué l'action alors que, pour me défendre jusqu'au bout, parce qu'en fait, c'est tout simplement une atteinte au secret professionnel de l'avocat. C'est vraiment grave, parce que si à partir du moment que l'on trouve une information supposée chez un avocat, chez une personne, on estime que son avocat en est complice, bah alors on va enfermer tous les avocats qui défendent les pédocriminels, etc. Donc, je veux dire, parce que, comment est-ce qu'on peut concevoir que des études, des analyses juridiques sont des actes terroristes ou complices de terrorisme? Voilà, je comprends que ça gêne le système que je mette en avant toutes les violations des libertés fondamentales et voilà, et de nos droits. Il n'y a plus de droit, là. C'est fini, oui. Non, mais voilà, mais qu'il ne faut pas qu'ils s'étonnent. Moi, j'ai une formation, je suis formatée juriste, donc quand il y a une anomalie, je la soulève. Et d'ailleurs, c'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui a la justice au cœur de voir que tout s'écroule, en fait. Et ma vidéo était sincère. Beaucoup trouvaient bien naïve, parce qu'à l'époque, je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui, mais cet appel était sincère, parce que je voyais il y avait des mamans qui m'interpellaient, j'étais alertée, et je me disais, mais il faut prévenir, voilà. Et ça a beaucoup gêné. Donc, voilà. Donc, j'ai compris que c'était que le dossier de mon client était une excuse pour me reprocher tout ce que j'avais dénoncé depuis le départ. Et dans ta déclaration officielle, parce que tu ne voulais pas répéter les mêmes trucs à 50 personnes, tu as écrit en 2022, j'ai trouvé ça sur le site de François, j'en conclus que cet
interrogatoire m'aura au moins permis de porter à la connaissance des enquêteurs les arguments principaux des plaintes déposées durant cette crise sanitaire pour le compte de mes clients. Est-ce que la tentative d'amalgame entre un avocat et l'un de ses clients n'a rien de nouveau? Certains, semblent y échapper plus que d'autres. La garde des Sceaux actuelle ne l'ignore pas, lui qui a défendu nombre de criminels avérés cette fois pendant sa carrière. Donc, 2 poids, 2 mesures. Donc, mais le prix de consolation, c'est que tu as peut-être semé la graine de la réflexion chez certains constables, c'est ça? Bah, c'est pour la petite histoire, c'était assez drôle. Bon, s'il m'écoute un jour, il se rappellera peut-être. Je lui ai dit, mais quand il m'a posé les questions sur le fait que c'était une dictature, etc., je lui ai fourni mes explications, hein, mon résumé, et il a fini par me dire, cet enquêteur, ça fait peur ce que vous dites. C'est bon. Et je me suis dit, il en fera ce qu'il veut, mais... Non, mais là, il a réfléchi parce que là, on disait que peut-être qu'ils embauchent des gens avec le temps. On parlait de ça avant d'embarquer en ondes. Oui. Est-ce qu'ils veulent des gens qui réfléchissent à ces postes-là ou pas vraiment? Je ne sais pas. Puis il y a une autre anecdote, c'est aussi lors d'une audience, en appel, et quand le procureur indique que c'était une action contre des loges maçonniques et tout ça, et puis je le regarde et puis j'ai dit, vous savez que moi j'ai toujours voulu, c'est alerter concernant toutes ces mesures, et puis j'ai dit, vous savez, il y a notamment des infractions de crimes contre l'humanité et justement le parquet de terrorisme est celui qui est en charge des dossiers de crimes contre l'humanité. Donc, ce serait très intéressant que vous regardiez mes écritures. Et c'était assez hallucinant, en fait, d'être là, accusé de complicité de terrorisme, et en m'adressant au procureur qui est en charge des crimes contre l'humanité, et alors que je suis un des avocats qui a relevé, en fait, de nombreux signaux, hein, qui nous alertent fortement sur le sujet, quoi. Et de nombreuses irrégularités. Mais j'ai lu à quelque part que tu disais, là je ne veux pas m'embarquer trop loin, de toute façon, tu es avocate, tu sais ce que tu peux dire ou pas dire. Tu avais bien l'intention que ça n'en reste pas là. Est-ce que tu as poursuivi ou finalement tu es passé à autre chose? Parce que tu disais, c'est pas vrai que vous allez m'humilier, parce que là, ils ont débarqué chez vous le matin, le soir? Le matin, 6h40. Donc, tu as couché 2 nuits en cellule, si je comprends bien, là. C'est ça? Oui. Non, mais c'était pas mal, parce qu'en fait, il y a eu même une superbe fuite de la part du parquet ou de la juridiction d'instruction, parce que le matin même, les journaux avaient connaissance, hein, du dossier. Et c'était assez hallucinant, parce qu'en fait, il y a quasiment le nom de personne sauf le mien. Donc, quand on veut abattre quelqu'un, sa réputation, voilà, de manière aussi radicale, on sort dans les plus gros journaux, enfin ceux qui font le plus de tirages, comme Ouest France, la photo en grand de l'avocat avec des termes comme antisémite, extrême droite, groupuscule, comme ça, on abat vraiment la réputation, en fait. Et ça fonctionne, hein? C'est comme crier des noms dans la cour d'école quand on est petit. C'est la même technique, hein? Ça marche bien, surtout que, en fait, ce que je remarque, c'est que avec Conspiracy Watch, hein, qui est oui, je les ai vus, oui. Ouais. C'est bien, parce qu'en fait, quand on regarde les moteurs de recherche, c'est pas du tout voulu, hein, tout ça. C'est quand même après plusieurs années, eh bien, c'est toujours ces articles de presse et Conspiracy Watch tout en haut qui apparaît dès qu'on tape mon nom. Donc, si c'est pas une manière de porter atteinte à ma réputation, on ne sait pas ce que c'est. Donc, c'était une manière de me diffamer, de me calomnier publiquement, et afin que les gens se détournent, en fait, de ce que j'avais à dire. Mais là, aujourd'hui, là, tu n'es pas dans une poursuite quelconque. Là, je veux dire, je veux pas
rentrer Si dans un c'est secret toujours... professionnel, là, mais est-ce que tu as des gens sur ton dos? Parce que tu me disais que récemment, ça brasse plus. Peux-tu en parler un peu publiquement? Qu'est-ce qui se passe depuis quelques semaines, quelques mois, où tu me dis qu'il y a beaucoup plus d'agitation dans ton univers? Peux-tu nous dire, nous mettre au parfum, à tout le moins? Oui, alors c'est un peu compliqué parce que, bon, voilà, c'est ma déontologie, mais effectivement, il y a des tentatives de sabotage de différentes actions. Il y a de l'infiltration, là, où il y a des on peut Oui, pas il y a aller trop loin, là, mais je peux malheureusement pas aller beaucoup plus loin que ça, mais même dans les c'est mouvements, aggravé. des mouvements de résistance, ça, tu peux en parler, j'imagine, parce que j'en ai parlé, moi, dernièrement, j'en parle régulièrement. Dans les mouvements de résistance, il y a souvent de l'infiltration. Il y a des gens qui sont là, qui sont pas ceux qu'on pense, c'est ça? Déjà, je pense que je suis pas certaine qu'il y ait un véritable mouvement de résistance en bloc, mais vraiment des personnalités intègres, qui est souvent dans l'ombre d'ailleurs, mais aussi voilà, public. Et puis, il y en a un certain nombre en fait qui sont infiltrés depuis le départ et qui arrivent à un moment, soit invisibilisent, soit sabotent à un moment donné dans le cadre voilà, d'une action. Mais ça, tu connaissais ça? Moi, on en parlait de la CIA, c'est des habitués de ça. J'ai des collaborateurs, moi, qui me parlaient de ça. Bah, en fait, je pense que je fais preuve d'une certaine naïveté bien souvent, hein, parce que moi, je me dis que bon, quand quelqu'un a l'air d'aller dans le même sens, bon, je me dis pourquoi pas travailler avec, c'est bien parce qu'on va être plus fort et puis on va pouvoir faire avancer les choses. Et puis après, on se rend compte que ben, les objectifs sont pas les mêmes. Et bon, c'est décevant, c'est beaucoup d'énergie gâchée. Puis après, on doit faire autrement. Alors bon, je sais bien que voilà, on se libère de certaines choses et puis probablement que l'on me le fera payer autrement, puisque moi, je suis très indépendante. Et, Mais dans les et puis, avocats en France, est-ce qu'il y en a beaucoup comme toi ou tu es vraiment une des. Vous êtes un tout petit groupe sans nécessairement donner des noms? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont debout au combat? Ici au Québec, il n'y a pas grand monde. Là. Il n'y en a pas, il y en a vraiment pas beaucoup, là. Mais non, et vraiment puis je pas. crois que j'ai une consoeur au Québec, on lui a interdit d'exercer, il me semble, même. Une consoeur québécoise, il me semble. Oui. Oui, Gloriane Blais, peut-être que tu Oui, fais vous référence. pouvez lui faire passer un Évaluation psychiatrique. psychiatrique, oui. Alors ça, c'est drôle parce que moi, j'ai pas eu ça. Et je peux pas parler non plus de ce qui s'est passé au niveau de l'ordre, parce qu'on est soumis au secret. Mais ce que l'on remarque en ce moment, c'est une psychiatrisation des dissidents aussi, par ces mêmes infiltrés qui parlent beaucoup de dérives sectaires, de problèmes psychologiques, de paranoïa. Voilà, c'est très, c'est En très 2020, sombre. on l'entendait déjà, là, beaucoup. Oui, mais là, à l'encontre de ceux qui veulent continuer le combat. On commence à utiliser ça et je me dis que bah, comme ça pourra peut-être justifier d'autres mesures plus tard. On dira oui, mais on disait qu'elle était dans un mouvement de dérive sectaire ou voilà, ou alors là, elle se rapproche un peu trop des catholiques. C'est une dérive sectaire. Je suis catholique, hein, mais je veux dire des mouvements catholiques. S'il y a une dérive, c'est religieux cette histoire. C'est religieux. Elle avait des problèmes psychologiques depuis qu'elle s'est fait arrêter en 2022. C'est pas normal. Et elle est paranoïaque hein, parce qu'elle voit des infiltrés, donc qu'elle les repère, donc elle est paranoïaque aussi. Et ça, c'est une petite musique qui se fait de plus en plus entendre. Voilà, je pense qu'il y a un mouvement qui va dans ce sens aussi, donc il faut être extrêmement vigilant et finalement il est préférable de travailler dans des petits groupes, voilà, et pour continuer à se battre avec des gens intègres qui ont vraiment les mêmes objectifs et qui ont ben, le bien commun au cœur en fait. Voilà, et Est-ce que qui tu veulent. crois que est-ce que tu Oui. crois que plus on réveille des gens, plus leur plan dans sa globalité va échouer, les chances que le plan échoue?
où ça ne changera rien parce qu'ils sont aux commandes et que même si on est 15% d'éveillés ou 45% ou 55%, ça ne changera rien parce que ce sont eux qui contrôlent l'argent, la création monétaire, les forces de l'ordre, l'armée, la police, les gendarmes. Et que c'est quoi ton indicateur d'optimisme pour l'avenir en toute sincérité? Alors, je pense que ça s'effondre, qu'il est bon que ça s'effondre, mais je pense aussi que ça repousse, qu'il y a quelque chose qui pousse déjà, en fait. Et c'est ça qui est pour moi le plus grand espoir, c'est qu'au même moment de l'effondrement du système, il y a malheureusement des gens qui vont être pris encore dans ces tenailles-là, puisque c'est l'avancée vers le crédit social et la monnaie numérique qui va nous étouffer. Mais il y a aussi ces peut-être 15% qui vont construire autre chose. Et je pense que ce sera un mouvement parallèle. Et ça, on ne peut pas l'arrêter, parce que les gens qui ont pris conscience, qui ont vu une sorte, comme on appelle parfois la matrice, il n'y a plus de retour en arrière, mais il y a aussi une grande volonté de construire. Et ça, même si on enlève certaines têtes, il y en aura toujours qui avanceront. Et même beaucoup de gens qui sont dans l'ombre et qui travaillent d'arrache-pied et qui construisent, voilà, qui des nouveaux projets pour le soin, pour tout un tas de choses. Et c'est ça qui est rassurant, parce que sinon, malheureusement, je crois que la broyeuse est trop importante pour nous et que la force publique est du côté de ces puissants et que tous ces gens-là protègent des intérêts privés et ne défendent pas du tout l'ordre public. Voilà. Donc, j'espère... Et en terminant, c'est pas une petite question, là. Comment tu penses qu'ils réussissent à contrôler tout le monde? Est-ce qu'ils achètent financièrement les gens? Est-ce qu'ils marchent avec la menace? Est-ce que c'est avec des photos des enfants? Est-ce que c'est avec des tentations qui sont déplacées? Comment ils contrôlent? Est-ce que tu as eu un écho? Parce que ça a dû t'intéresser à un moment donné. Tout le monde est devenu... Nous, on disait ici que tout le monde est devenu imbécile en même temps. Même des gens qu'on aimait, des animateurs, radio, télé, whatever, ils sont tous devenus omnibulés, terrorisés, vampirisés simultanément. Et on se demande comment ils ont... Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils étaient tous préparés d'avance? Est-ce qu'ils ont eu une préparation? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a beaucoup de compromission, de corruption. Et effectivement, oui, c'est ça. Il y a un ruissellement de corruption au sein de la société. Et c'est ce besoin de tenir sa place au niveau social qui fait que, eh bien, on va se compromettre et puis aller dans le sens du puissant, quoi. On se ferme les yeux. Oui, le libre arbitre et l'honneur, la loyauté, toutes ces grandes valeurs qui sont aujourd'hui finalement... Je pense parce que là, c'est parce qu'on touche le besoin de base de survie, puis que là, c'est ta sécurité, Oui, ça va loin, là. Oui, et puis la compromission surtout, parce que, oui, au sein de certains réseaux les plus influents, on a les affaires. Les affaires qu'on peut sortir à tout moment si on fait un pas de travers. Donc, voilà, plus les techniques de manipulation de personnalités qui sont créées avec des dissociations, en fait, des dissociations de personnalité, des gens qui sont mis en avant et qui sont modelés pour arriver au pouvoir, pour appliquer les plans, pour servir les intérêts privés. Et en fait, nous, on se dit, non, mais on comprend pas, mais en fait, si, non, c'est pas de la maladresse, non, ce ne sont pas des idiots,
ils Ils appliquent sont un plan. bons. Est-ce que tu admets avec moi qu'ils sont vraiment bons? Non, Moi, je trouve que vraiment, là, ils ont travaillé fort. Ils ont travaillé fort. oui, oui, oui. Alors peut-être pas les marionnettes, puisque moi je trouve qu'ils ont un niveau, enfin, pour moi c'est catastrophique et puis ils n'ont pas de tenue en fait. C'est une honte. C'est une honte. Ils Bon, ont un on a Trudeau, nous, au comportement. Canada, qui vote Macron. C'est un copier-coller, là. Ouais, C'est voilà, pareil. pour moi c'est une honte. Ils n'ont aucune dignité. Mais c'est pas grave. Il faut qu'ils fassent avancer la Chine en fait. Mais en fait la planification de la manipulation de masse, c'est très très ancien. Très ancien. Là, j'ai découvert un professeur de droit extrêmement intéressant vraiment que je recommande vivement. C'est Monsieur Xavier Martin qui a écrit sur la Révolution. Et quand on voit en fait qu'en réalité, ce n'était pas du tout la liberté qu'on voulait donner aux citoyens et que c'était surtout eh bien, une manipulation pour qu'ils soient libres d'obéir au maître, eh bien, C'est bien fait. c'est extraordinaire. Là, on parle de quoi, au Vraiment, 18e siècle, ou euh, l'impression de démocratie, c'est ça? Rauner ça, en parlait, hein? par exemple, hop, hop, Peux-tu l'approcher de hop, la hop, caméra, peut-être? hop, Approche-la, ouais. hop, là. Xavier Martin, Ouais, hop, hop, hop. comment on appelle ça, cet ouvrage? Nature humaine et révolution française du siècle des Lumières au Code Napoléon. Et il en a plusieurs, hein. Régénérer l'espèce humaine, je vous dis, Harari n'a en réalité rien inventé. En fait, quand on nous présente des Attali, des Harari, tout ça, en réalité, on avait les Delvesius, on avait les Sieyès, les Mirabeau, les Rousseau. On avait tout un tas de gens qui avaient déjà en tête la manipulation. L'homme, c'est la machine. Il n'a pas de libre arbitre. Il n'a pas de dignité. Donc, on a fait à croire Oui, aux gens, au peuple, qu'ils vivaient, mais dorénavant, dans un système libre et démocratique, c'est ça? exactement. Oh, mais ils sont bons. Tu sais, Mais moi, 1750, 1750, c'est pour ça que quand je dis ils sont bons aujourd'hui, oui et non, parce qu'en fait, en théorie, c'était déjà là, là. c'est parce que ça sort de partout. Le problème, c'est qu'il y Ouais. a comme. C'est comme. Il y a une contrepartie, le fait comme les médias sociaux, ils nous profilent, mais l'information se diffuse aussi. C'est comme. Ça joue sur les deux côtés, là. Mais vraiment, il y a des gens qui ont fait enfin, qui nous ont donné vraiment des pistes et puis c'est extrêmement précieux ce type de travaux en fait parce que nous on n'a pas à passer tout ce temps à faire ces recherches. C'est extrêmement étayé avec des extraits d'interventions, des lettres, etc. Et là on comprend d'où ça vient. Tout ce qui nous a été présenté comme ça, parce qu'en fait en France la révolution est une extermination en réalité de gens. C'est Ça a été profondément écrit quand? catholique. Ça a été écrit quand, ça, le livre que tu as montré à l'écran? Oh, et c'est 1994. OK. Il a passé, je pense, une grande partie de sa vie à faire des études sur la Révolution. Et c'est extrêmement important. Moi, je vous assure que j'ai étouffé en lisant ce livre. C'est sans exagération. Parce que je me suis dit, mais à quel point on vit dans l'illusion. Et c'est d'autant plus difficile quand on a fait du droit. Parce que... Tu croyais vraiment au système, toi, là, naïvement. Ben oui, parce qu'on nous le présente comme la révolution, les philosophes des Lumières. Ça Pareil. avait un grand apport pour l'humanité. Mais quand on les lit, et puis c'est surtout que notre président aujourd'hui nous dit à ses ministres, je veux que vous soyez des révolutionnaires de l'époque de la terreur, en fait. Peux-tu nous faire un cadeau, Virginie? Oui. Nous lire Landau?
Juste Lando. De Nature humaine et Révolution française. En un mot, la Révolution française doit une large part de son inspiration philosophique à des théories très méthodiquement négatrices de la liberté de l'homme. Il y a là, quant à son fondement, pour le moins une ambiguïté dont la très sensationnelle évidence laisse l'historiographie comme paralysée, en tout cas totalement muette. C'est un grand sujet d'étonnement. Ça nous donne un avant-goût. Ah oui, oui, non, mais voilà, et puis passe en revue les Voltaire, voilà, Voltaire, Helvétius et Dolbar qui ont théorisé tout ça. Puis aussi le contrat social de Rousseau qu'on distingue un petit peu parce qu'à la base, il trouvait quand même que c'était abusif de dire que l'homme n'avait pas de libre arbitre et en fait, donc, il fallait le couper de toute spiritualité. Là, c'est mécaniste, c'est réductionniste. On est des animaux. Voilà, des animaux. Un bout de la machine. C'est quelque chose de vraiment très perturbant à lire. Mais je pense qu'il faut affronter la réalité pour se rapprocher des causes, en fait, de la maltraitance de la population. Est-ce que tu crois qu'on vit un épisode biblique et qu'on va vivre ensemble le Great Awakening? C'est possible. En tout cas, il y a vraiment une notion de chaos, de perversion de la société comme jamais. Sodome et Gomorrhe, Babylone, je pense vraiment que c'est la fin des temps, en fait. C'est comme ça que je le sens. C'est une impression. On a atteint un niveau de perversion de la société jusqu'à aller faire des cours ou des spectacles à des enfants bébés. C'est ignoble, en fait. C'est ignoble. Aucune dignité. On est vraiment relayé au rang d'animaux et pire qu'un animal, d'ailleurs, parce que là, on enlève tout ce qui est transcendant chez l'homme, toute cette élévation, tout ce qui fait qu'on est différent, en fait, voilà, pour moi, c'est catastrophique. C'est l'heure des révélations. Oui, moi, j'ai beaucoup de tristesse voir la France, notamment, s'effondrer. Ses traditions, sa culture, et de voir autant de personnes maltraitées, autant de mensonges, et bon, c'est ça dans tout l'Occident, et des innocents comme ça sacrifiés. Voilà. J'ai beaucoup de mal à m'y faire, en espérant que ce qu'on dit, toi et moi et tous les autres qui alertent, eh bien, ait un certain effet. Voilà, on fait ce qu'on peut. Voilà, et contrairement à eux, on ne se sent pas, nous, tout puissants ou Dieu. Voilà, on essaye. On a vu le château de cartes s'effondrer. Oui, il y a une accélération véritable. Voilà. Virginie, un autre cadeau. Peux-tu prononcer ton nom comme il faut pour que je sache à l'avenir? En français, c'est De Araújo Requia, et si on le dit en portugais, c'est De Araújo Requia. OK. C'est un nom voilà, qui a été par... c'est une famille du Moyen-Âge, en fait, qui a été par des chevaliers chrétiens qui ont servi les rois. Et voilà, pour moi, ça a beaucoup d'importance. Et c'est pour moi aussi un modèle de courage. Et j'essaie de m'en montrer digne, même si c'est pas facile. Et si ça n'a rien à voir avec le courage qu'on devait avoir quand on devait porter l'épée et aller défendre
Voilà. Virginie Desarrojo Requia, ça a été un grand honneur. Et j'espère qu'on va récidiver parce qu'on n'a pas fait le tour, mais ça a été une bonne entrée en matière. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité et de me donner ce temps de parole. Et puis, merci beaucoup aux Québécois qui vont écouter. Les Français aussi, parce que oui. Vous allez retrouver la vidéo un peu partout, Facebook, YouTube, Radio Réveil aussi, le site web de radioréveil.ca. Bref, espérons, mesdames, messieurs, que vous avez apprécié cette entrevue avec cette grande dame qui est Virginie. Merci encore 1000 fois. Merci beaucoup. Reste là, je te garde une minute de plus après. Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur.